Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce supplément dans notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné » pour ce BADA qui me donne l'occasion de recevoir Nicolas Lormeau, comédien, sociétaire de la Comédie Française, mais aussi beaucoup d'autres activités, comme nous allons le voir. Nicolas Lormeau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes à la Comédie Française depuis 26 ans. 26 ans. Et vous en êtes sociétaire, ça veut dire que vous avez devant vous 20 ans d'engagement, un peu plus, peut-être pas du tout, même, pas du tout. Les sociétaires, nous sommes renouvelés ou pas tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Tous les 5 ans, voilà. Et donc, j'ai eu le bonheur d'être reconduit au mois de décembre 22. Et donc, pour 5 ans. Donc, on va encore devoir me supporter encore au moins donc 4 ans, on va dire, puisque l'année est presque écoulée. Dans ces années maintenant nombreuses que vous avez passées à la Comédie Française, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses saillantes que vous aimeriez transmettre, communiquer, parce que la transmission est une de vos activités importantes? Que la Comédie Française, c'est mieux que ce qu'on en dit, et que c'est toujours, pour moi, la Comédie Française, c'était mon rêve d'adolescent. Lorsque j'ai découvert le théâtre à l'école, on y reviendra sans doute, au lycée Voltaire, que j'avais fréquenté bien qu'habitant loin, parce que ma maman étant fille d'immigrés russes, elle voulait qu'on fasse du russe en première langue, et il n'y avait que le lycée Voltaire à ce moment-là et un autre lycée plus lointain à Paris qui nous permettait ça. Et donc j'ai fréquenté le lycée Voltaire, j'ai eu le bonheur de rencontrer Soisic Moreau, Mademoiselle Moreau à l'époque, qui s'occupait du club de théâtre, et c'est comme ça que mon rêve de devenir comédien s'est incarné. J'ai dû prononcer cette phrase « j'aimerais être comédien » dans une famille où il n'y avait aucun acteur. Mon père était médecin, il y avait que des médecins autour de moi, c'est une famille de toubibs. Et ma grand-mère, à ce moment-là, qui était abonnée de la Comédie Française, m'a offert un abonnement. À l'époque, les abonnements, c'était à date très fixe toute l'année. On était toujours à la même place. On fréquentait les mêmes gens. On se reconnaissait, les spectateurs, c'était les mêmes salles. Et mon rêve mon apprentissage du spectateur s'est fait à la Comédie Française, et mon rêve a été instantanément, si jamais j'avais eu l'opportunité, la chance de pouvoir devenir comédien, ce qui était pas du tout établi, ce qui était un suspense, alors le rêve s'est immédiatement incarné dans, ça sera la Comédie Française, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, mon père m'avait pris une brochure de l'ONICEP, l'éducation nationale, dessus il y avait marqué « devenir comédien ». Et donc, il y avait marqué qu'il y avait quelques écoles, je m'en souviens très bien, la rue Blanche, le conservatoire, qui se trouvait en région parisienne, à Paris, à ce moment-là, et puis la Comédie Française. Et dès la classe de seconde, je me souviens avec mon vélo ou ma petite mobilette, et m'être rendu devant les deux institutions, le conservatoire et l'ENSAD, donc la rue Blanche, avec leurs plaques qui me faisaient rêver. Il y avait juste marqué Conservatoire national supérieur à la dramatique, rue du conservatoire en plus. Donc voilà, je voyais sortir ces gens de cette école, ça me fascinait. J'avais 15-16 ans. Et la Comédie Française où j'ai été abonné jusque pratiquement pendant une dizaine d'années. Où j'ai vu tous les spectacles. Je crois que ma première saison, ça correspondait avec l'arrivée de Jean-Pierre Vincent, je crois, à la tête de l'institution que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'ai pu voir Bérénice de Gruber, auquel je m'en souviens avoir rien compris du tout, les Corbeaux d'Henri Beck, le voyage de Monsieur Perrichon, mes tout premiers spectacles, parce que j'étais même pas spectateur de théâtre, à la Comédie Française. Et donc, c'est vrai que dans ma vie, j'ai eu l'opportunité et de rentrer à la rue Blanche, et de rentrer au conservatoire, et d'être engagé à la Comédie Française. Et donc, je cite souvent cette réplique de Ruy Blas, quand Ruy Blas a enfin réussi à dire à la reine qu'il l'aimait, et que la reine, en retour, lui a avoué son amour, il dit cette phrase, il dit « Donc je marche vivant dans mon rêve étoilé ». Et c'est vrai que ça peut faire rêver, mais mon histoire, il y a
des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés, il y a des malheurs, il y a des bonheurs. Mais, à vrai dire, je fréquente depuis maintenant, oui, plus de 25 ans, la troupe qui a été mon rêve d'adolescent. Et donc, j'ai jamais été déçu par cette troupe. C'est une aventure extraordinaire, c'est une aventure humaine extraordinaire. Elle se renouvelle régulièrement, volontairement ou involontairement, par accident, par volonté des gens de partir, d'arriver, par ses administrateurs. C'est une aventure humaine sublime et qui nous donne la possibilité de jouer avec des partenaires très forts. Ça joue très fort, avec des metteurs en scène intéressants, avec des très beaux textes et devant des salles pleines. Donc pour un acteur qui aime le théâtre, avoir participé à cette aventure, c'est inespéré. En ce qui me concerne, j'aime cette maison, j'aime la famille que nous constituons, j'aime avoir des collègues de 20 ans maintenant, des collègues de 80 ans, d'avoir été plus jeune, puis maintenant d'être parmi les plus anciens, d'être regardé par les jeunes qui arrivent, comme moi je regardais des gens que j'admirais quand je suis arrivé, Simon Haine, Alain Pralon, Catherine Salvia, que j'avais vu moi, Catherine Ferrand, que j'avais vu jouer lorsque j'étais et que je voyais là, je me disais ils sont là depuis toujours. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, ils étaient là depuis presque aussi longtemps que moi maintenant, et que c'est cette manière-là dont les jeunes qui arrivent me regardent. Donc voilà la Comédie Française. Si vous hésitez, jeunes gens, si on vous propose, allez-y, vous serez pas déçus. Si vous êtes entré à la Comédie Française, je veux dire, si vous êtes devenu comédien, si le théâtre est devenu pour vous un rêve et une ambition, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, ça a commencé à l'école, au lycée, avec une professeure qui ouvrait les portes du théâtre de quelle manière ? Et comme il faut le faire, presque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'était l'époque où l'institution n'avait pas encore mis en place une façon d'aborder l'art dramatique ou la pratique de l'art dramatique de façon institutionnelle. Je pense aux options. Voilà, on comptait sur la bonne volonté des professeurs. Et donc, cette mademoiselle Moreau, qui était donc le lycée Voltaire, c'est une cité scolaire maintenant, ce qu'on appelle. Ça va de la 6e, comme ces lycées parisiens souvent vont de la 6e à la terminale. Donc moi j'ai fréquenté le même établissement, même si administrativement je crois que c'est le collège et le lycée étaient peut-être un peu séparés, mais pas vraiment. Et donc cette mademoiselle Moreau, comme on l'appelait à l'époque, elle est toujours vivante, hein, elle nous écoute peut-être, et on est en relation parce qu'elle a suscité un nombre de vocations incalculables. Nous sommes de l'âge d'or de ce cercle théâtral Voltaire, je crois avoir, quand je m'étais concentré, avoir compté 15 ou 16 acteurs, actrices professionnelles, sans compter les agents, les danseurs, les chanteurs. Nous sommes 6 ou 7 à avoir fait le conservatoire. Donc voilà, elle révélait des talents, disons. C'était pas elle qui, voilà. Et donc, bêtement, on arrivait en 5e, on devait étudier les fourberies de Scapin, elle poussait les tables et elle nous faisait jouer. Et ceux qui avaient l'air de trouver ça rigolo ou qui avaient l'air d'avoir quelques dispositions, elle les mobilisait, elle leur disait « Viens rejoindre mon club de théâtre qui a lieu le samedi après-midi ou le mercredi après-midi. » Et là, les petits jouaient les petits rôles lorsque ceux qui s'adonnaient à cette activité depuis qu'ils étaient petits, maintenant qu'ils étaient en première, terminale, jouaient les rôles principaux. Et à la fin de l'année, après avoir même les petits travaillaient quelques scènes et tout ça, on participait à un grand spectacle devant 2-3 fois devant les salles pleines du lycée et des camarades. Mais la qualité était bonne et c'était très très valorisant de pouvoir voir ces acteurs. Justement, un des premiers spectacles que j'ai pu voir moi en étant très petit, hein, c'était il y avait ces médecins, je crois pas que dans Monsieur de Pourceaugnac il y ait des médecins. Il y a des médecins, je maîtrise mal Monsieur de Pourceaugnac, je crois pas. C'était un des deux, en tout cas. Il y avait un Monsieur de Pourceaugnac, je me souviens, avec Bernard Métro, qui est tout à fait comédien encore aujourd'hui, qui jouait Monsieur de Pourceaugnac, et c'était une envie de faire comme eux. Et donc on s'adonnait à cette activité. Et puis parallèlement, elle nous emmenait au théâtre. Et moi, je m'en souviens très bien avoir vu
Méphisto à la cartoucherie, mise en scène d'Ariane Mnouchkine. Il faudrait correspondre. Hein. Moi, en cinquième, je crois qu'on est en 1978 ou 77. Ouais. Et je crois que ça correspond à la création. Donc, elle nous emmenait voir les spectacles de la cartoucherie. À ce moment-là, il y avait Guy Rétoré, qui était au Théâtre de l'Est parisien, qui venait nous parler dans les classes de ces spectacles. On allait au TEP, on recevait des comédiens, des vrais comédiens qui venaient nous parler. Donc voilà, tout ça a été la découverte de ce monde-là, et par la pratique, et en étant spectateur. La pratique et l'activité de spectateur, si je puis dire, c'est nouveau pour c'est rare, en tout cas, pour des lycéens à cette époque et pour des collégiens à cette époque. C'est assez rare. En tout cas, c'est pas généralisé. Et ça ne repose que sur la volonté des enseignants qui se battent, j'imagine, qui vont grappiller des sous au foyer socio-éducatif, comme on appelle ça, sur la bonne volonté d'un chef d'établissement qui les soutient ou pas. Moi, je m'en souviens, j'ai une anecdote, je sais pas si on a le temps de la raconter, mais le proviseur du lycée Voltaire à ce moment-là s'appelait Monsieur Guillotin. Et qui avait été nommé, je crois, après 68, parce que le lycée Voltaire en 68, je crois, qui a été un des lycées, moi j'avais 3 ans, explosif et tout ça. Donc il est nommé, ce monsieur Guillotin, pour un petit peu, je crois, remettre tout le monde au travail, j'ai envie de dire. Mais j'ai appris plus tard que le lycée Voltaire était par exemple le premier lycée qui avait institutionnalisé des panneaux d'affichage libres pour les élèves, où les seules choses interdites étaient l'insulte et l'injure. Mais j'ai pu lire des choses, même des chroniques sur certains enseignants critiques, qui n'étaient donc pas injurieux, mais qui étaient libres. Il y avait, au lycée Voltaire, à ce moment-là, il y avait je m'en souviens, un club sioniste. C'était étonnant, il y avait de la politisation et tout ça, et ce monsieur Guillotin était attentif à ça, tout en laissant faire, mais tout en une sorte de main de fer dans un gant de velours, j'ai envie de dire, voilà, extraordinaire. Et il recevait, ce monsieur Guillotin, lorsqu'on était en terminale, il recevait chaque élève de terminale pour lui demander quels étaient ses projets, voilà. Alors, ça durait 10 minutes, hein. Et en général, c'était le matin, et moi, j'avais été convoqué, je m'en souviens, à 4 heures de l'après-midi, 16 heures, alors que tous mes copains étaient convoqués tous les matins. J'arrive, je comprends pas du tout ce qui se passe. J'arrive, et je suis là, pas reçu dans son bureau, mais dans son appartement privé, il y avait un thé servi. Et il m'a dit, Monsieur Lormeau, je vous ai fait venir à 16 heures autour d'une tasse de thé chez moi, parce que pour parler de théâtre, c'est quand même plus adapté qu'un bureau d'un proviseur et un matin. Il savait donc que mon rêve était de devenir comédien, que j'allais rentrer dans ces études-là, et il voulait parler avec moi de ça. Donc c'était ça, les gens qui s'occupaient de nous. Maintenant, je m'en rends compte, c'était des gens qui travaillaient et qui ouvraient et qui œuvraient pour imposer, pour sans doute aussi eux se sortir de leur quotidien. Enfin, ils avaient une grande énergie, et c'est vrai que 95% des acteurs professionnels en France ont découvert le théâtre à l'école. Alors maintenant, c'est plus institutionnalisé, mais en réalité, l'histoire de dire comment avez-vous eu l'envie de devenir comédien, ben voilà, j'étais en 5e, on a joué les Fourberies de Scapin, ça m'a plu, je me suis inscrit au club théâtre, et c'est d'une banalité confondante. Mais souvent, la vocation a été découverte à l'école. C'est vrai. Alors, c'est d'une banalité confondante, mais ça n'est pas banal par rapport à la génération qui vous a précédé, c'est-à-dire la mienne, qui a aussi fait du théâtre au lycée, à l'école ou au collège religieux, mais sous surveillance. Et avec une forte suspicion pesant sur cette activité comme étant tout à fait inutile, une distraction, quelque chose que... Et il fallait vraiment soit la très forte personnalité d'un professeur, soit le fait que le professeur qui parrainait cette activité ou qui animait cette activité théâtrale ait une surface sociale telle, par exemple un ancien résistant,
qu'on n'ose pas trop lui dire que il ferait quand même mieux de faire les devoirs et les leçons à l'ancienne plutôt que de se lancer dans le théâtre. Nicolas Lormeau, il y a, me semble-t-il, aucun doute, mademoiselle Moreau et monsieur Guillotin ont eu sur vous une influence importante et d'une certaine manière ont constitué quelque chose comme, sinon un modèle, au moins un pôle de référence dans l'une de vos activités, qui n'est pas celle d'interpréter, mais qui est celle de transmettre. C'est sur cette activité que nous allons nous quitter, enfin plutôt sur l'annonce de cette activité, et nous enchaînerons sur votre activité de transmetteur. Je remercie donc l'assistant de cette émission qui prépare cette émission avec moi et qui se trouve être un parfait homonyme puisqu'il s'appelle Philippe Meyer. Donc je suis heureux de remercier Philippe Meyer, de remercier aussi Adrien Beccaria qui a enregistré cette conversation, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui sont les producteurs de cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouveau bada de notre série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné.